13h, 14h, Europe 1 Info. La suite à 13h34 sur Europe 1. Vous écoutez Clélie Mathias, ses chroniqueurs Sébastien Ligné et Xenia Fedorova qui vient de nous rejoindre en studio. Clélie. Bonjour, bienvenue Xenia Fedorova. Bonjour. On va commencer par ce qui se passe en Iran. Écoutez Friedrich Merz, le chancelier allemand, qui a estimé que le régime iranien vivait ces derniers jours et semaines. Il a pris la parole lors d'un déplacement en Inde tout à l'heure. Lorsqu'un régime ne peut se maintenir au pouvoir que par la violence, il est de facto à bout de souffle. Je pars du principe que nous voyons là les derniers jours et semaines de ce régime. De toute façon, ce régime n'a aucune légitimité acquise par les élections. La population se soulève désormais contre ce régime. J'espère qu'il existe un moyen de mettre fin pacifiquement à ce conflit. Le régime des Mollahs doit maintenant en prendre conscience lui aussi. Et nous sommes en contact étroit avec les Américains. Xenia Fedorova, vous y croyez? Vous pensez que le régime iranien vit ces derniers jours? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Je pense que pour changer le régime en Iran, les manifestations ne sont pas suffisantes. Et même les frappes, si Donald Trump décide de frapper l'Iran, je ne pense pas que c'est suffisamment. Ce qui était très intéressant, c'est Alain Juillet qui a dit ce dimanche sur CNews que pour changer le régime iranien, il faut éliminer en fait les personnalités dans ce régime, c'est-à-dire pas seulement Khamenei, mais je ne pense pas qu'il a dit éliminer, mais en tous les cas pour la tête cibler en fait exactement faire ce changement. Il y a plusieurs personnalités et donc en fait s'il y a des frappes par exemple, à mon avis ça peut avoir un effet contre-productif parce que les Iraniens sont pas très favorables aux États-Unis. L'Iran vit sous sanctions depuis un moment et je pense que les manifestations qui sont commencées pour les raisons économiques, et aujourd'hui on voit le régime iranien utilise ces manifestations pour dire qu'ils sont soutenus par les Américains, c'est l'ingérence étrangère en fait, elle utilise cette carte-là. Je pense que les frappes peuvent juste donner une justification à la régime pour dire voilà, c'est une tentative. Donc je pense que ça sera compliqué. Mais on ne sait pas encore comment les États-Unis pourraient intervenir, s'ils interviennent un jour, bien sûr, évidemment. Pour l'instant, il y a une sorte de... Donald Trump a menacé d'une asphyxie économique avec le relèvement des droits de douane. Mais on a vu ce qui s'est passé entre les États-Unis et le Venezuela, et notamment Nicolás Maduro qui a été capturé et extradé aux États-Unis. Est-ce qu'on ne peut pas envisager cette solution qui pourrait faire tomber la tête du régime iranien? Non, mais oui, tout est possible, mais dans ces cas, c'est pas qu'une personne doit être capturée. Il y a un certain nombre de personnes qui doivent être retirées du pouvoir. Après, l'Iran, c'est une puissance qui vit sous sanctions et qui est très adaptée en fait. Attend n'importe quel scénario. Donc je pense qu'on ne peut pas vraiment faire cette comparaison avec Venezuela. En tous les cas, je pense que changer le régime iranien sera beaucoup plus compliqué que changer. Et même en Venezuela aujourd'hui, mais je veux dire, le régime n'est pas changé. C'est Maduro qui n'est plus là, mais c'est toujours la même équipe qui dirige. Même sous contrôle des États-Unis. Ce qu'ils disent, oui, exactement. Sébastien Ligné, vous êtes optimiste pour l'Iran ou non? Je suis modérément optimiste, on va dire. C'est-à-dire qu'en effet, je suis d'accord avec Xenia, la situation avec le Venezuela est incomparable. C'est-à-dire qu'au Venezuela, les États-Unis ont enlevé Maduro, mais l'objectif de cette capture n'était absolument pas de changer le régime vénézuélien, mais simplement de placer potentiellement un pantin à la tête du Venezuela pour pouvoir exploiter les ressources du Venezuela. Si on capture Khamenei ou les Mollahs, là on parle de changer de régime et on ne change pas de régime simplement en enlevant une personne. C'est-à-dire qu'il faudrait enlever tout un gouvernement, une partie des dignitaires iraniens, une partie des forces militaires iraniennes. Enfin, ça demanderait plus qu'une capture, si vous voulez. Ça demanderait un impact militaire extrêmement fort. Le problème, c'est que Donald Trump ne peut pas se permettre, d'un point de vue national, de faire un conflit direct armé avec l'Iran. Parce que rappelons quand même que la base républicaine aux États-Unis, on est en année électorale aux États-Unis, la base républicaine est contre les interventions américaines à l'extérieur du pays. Donald Trump a été élu en partie sur le principe
d'un plan de paix massif, du fait que les Américains allaient en finir avec les interventions occidentales. Donc ce serait, d'un point de vue national, très mal vu d'un point de vue politique. Maintenant, là où je pense que je suis, on va dire, modérément optimiste, c'est que on sent quand même que le régime des Mollahs n'a jamais été aussi aux abois. On sent que pour la première fois depuis longtemps, la communauté internationale, notamment Donald Trump, semble être soudée autour des manifestants. Je pense que, je ne sais pas si le régime va tomber. En tout cas, je pense qu'il est plus près de tomber aujourd'hui qu'il y a 5 ans, si vous voulez. Donc c'est déjà une avancée. Ouais. La chose qui me fait douter, c'est qu'il manque encore à cette manifestation, à ce mouvement de masse, une incarnation. Il n'y a pas encore parmi le peuple... Du chat. Oui, mais le fils du chat, déjà, il est assez contesté au sein même du peuple iranien. Souvenez-vous que la révolution qui a conduit les Mollahs et qui a fait démettre le père du fils du chat, donc le premier chat, le régime du chat était très mal vu en Iran. Et il y avait des exactions, et c'était un régime qu'on parfois qualifiait de dictature. Je ne suis pas certain que mettre le fils de cet homme-là soit très bien vu par le peuple. Il faudrait une figure venue de la société civile qui incarnerait la révolution venue du peuple. Aujourd'hui, cette figure n'existe pas. Et peut-être que c'est ce qui va manquer pour que cette révolution aille à son comble. Autre question, Xenia Federova, puisque les lignes géopolitiques en ce moment bougent énormément. Est-ce que ce qui se passe en Iran, la manière dont se positionnent aussi les différents blocs, est-ce que cela pourrait avoir une conséquence sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Volodymyr Zelensky a estimé, il a déclaré même, ce qui se passe actuellement en Iran est un signe clair que la situation ne va pas s'améliorer pour la Russie. Je rappelle que Téhéran est un des partenaires de la Russie. Oui, c'est vrai qu'il y a un partnership stratégique entre l'Iran et la Russie. Et militaire, surtout sur les questions militaires, par exemple la livraison des drones. Mais aujourd'hui, la Russie est capable de produire leurs propres drones. Donc je pense pas que ça va changer énormément la situation pour la Russie. Ce qui ça donne, en fait, ce qui ça change, ça montre encore une fois, et ça donne à la Russie une raison de parler avec Sud Global et de dire qu'aujourd'hui, les États-Unis continuent une politique étrangère violente, des changements des régimes, des incitations de révolutions colorées, toutes ces choses. Et la Russie va encore une fois dire c'est pour ça on a besoin d'un monde multipolaire et une contre-puissance. Je ne pense pas par exemple sur l'Ukraine et sur les conflits ukrainiens, le changement des régimes en Iran va changer grand-chose pour la Russie. Sébastien Ligne, pardon. Oui, non, mais je suis d'accord. Déjà, rappelons quand même que cette question iranienne, elle perdure dans le débat public depuis des décennies, si ce n'est plus, et qu'elle est finalement assez isolée du reste des terres de conflit. Là où je suis d'accord, c'est que je ne vois pas trop le lien entre les répercussions pour avoir la chute du régime des Mollahs sur l'Ukraine ou sur la politique d'expansion américaine en Amérique latine. Ce qui est certain, c'est que ça aura des conséquences dans la région directement, notamment sur Israël. On entend Benyamin Netanyahou. Oui, mais Benyamin Netanyahou, aujourd'hui, il est extrêmement favorable à ce que cette révolution iranienne aille jusqu'à son terme et que le gouvernement, enfin le régime des Mollahs puisse tomber. Maintenant, la question, comme d'habitude avec les révolutions, si celle-ci va à son terme, c'est qu'est-ce qui vient après ? Parce que on a souvent, ou quand je dis on, c'est en tant qu'occidentaux, on a souvent renversé des dictatures laïques au Moyen et au Proche-Orient. On a vu, hélas, que la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, ce qui vient après ces interventions est souvent pire que ce qui était alors en place. Donc, ce qui est certain, c'est que si les Occidentaux, notamment les Américains, aidés, pourquoi pas, des Israéliens, renversent ou aident à renverser le régime des Mollahs, il faut s'assurer cette fois que ce qui vient après soit une vraie transition démocratique dans laquelle le peuple iranien aura le pouvoir, dans lequel on pourra faire les choses dans le bon ordre, pas aller trop vite, pas imposer des choses aux Iraniens, parce que le risque, c'est évidemment que cette situation se retourne contre les Occidentaux et qu'un pays aussi immense et puissant que l'Iran finisse dans les mains d'un homme potentiellement beaucoup plus fou que le régime des Mollahs. Oui, c'est possible. Et il y a une autre opinion parmi les experts que, encore une fois, Donald Trump cible la Chine parce qu'après Venezuela a quitté livreur de pétrole pour la Chine, c'est Iran en fait qui livrait le pétrole à la Chine. Qui est un des partenaires stratégiques. Si par exemple les régimes changent et déjà Donald Trump va essayer d'imposer les mesures contre le flotte fantôme, comment dire, ça touche directement la Chine. Pékin a répondu d'ailleurs. La Chine défendra résolument ses intérêts, a répondu Pékin là-dessus.